Bonjour, mon nom est Kim Santerre et je suis bénévole pour le Centre canadien de politique scientifique. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Dr Rémi Quirion dans le cadre de la série d'entrevues de la conférence sur les politiques scientifiques 2023. Rémi Quirion est le scientifique en chef du Québec depuis 2011. Ainsi, il préside les conseils d'administration des 3 fonds de recherche du Québec et il conseille le ministère québécois de l'économie, de l'innovation et de l'énergie en matière de développement de la recherche et de la science. Il est également le président mondial du réseau international en conseil scientifique gouvernemental, l'INSA. Bonjour, Dr Quirion. Bonjour, bonjour. Très heureux d'être avec vous. Oui, donc ma première question Oui. Va porter un peu plus sur vos 2 mandats à la fois, soit celui d'être le scientifique en chef du Québec et celui d'être le président de l'INSA. Oui. On a pu voir pendant la pandémie en fait, la pandémie a mis en lumière le besoin d'informations scientifiques fiables, exactes et à jour dans la prise de décision. À ce propos, les fonds de recherche du Québec ont déjà mis en place des programmes pour faciliter le dialogue entre la science et la politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces programmes et quelles sont vos attentes envers ceux-ci? Oui, je pense qu'il est très, très important de redonner à la société, d'expliquer notre science. Finalement, c'est les payeurs de taxes, vous, moi, mais aussi la société, les payeurs de taxes, qui financent la recherche au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Donc, d'expliquer notre science, je pense que c'est très important. Et comme tu disais, pendant la pandémie, ça n'a jamais été aussi important. On voyait la science dans les premières pages, les scientifiques sur la place publique, continuellement. Donc, on a essayé de créer des nouveaux programmes pour peut-être faciliter le lien entre scientifiques et la société civile, je dirais, monsieur et madame tout le monde. Donc, un programme dialogue où, en particulier, les chercheurs, les jeunes chercheurs, les étudiants, reçoivent un peu de financement pour expliquer en termes très simples leurs résultats de recherche. On a un programme Audace, où là, finalement, les chercheurs, et avec des citoyens, peuvent arriver à proposer des programmes, des projets un peu fous, où il n'y a pas besoin de trop de données préliminaires, en disant « Ah, moi, j'ai une idée, j'aimerais travailler là-dessus. » Et ici, souvent, je l'explique là, avec analogie avec le baseball. Je ne veux pas nécessairement que les gens se rendent au premier but, je veux un coup de circuit. On sait qu'en science, ça va souvent en retrait au bâton. C'est correct, parce qu'il faut être audacieux en science, en recherche. Et le 3e programme, ce qu'on appelle notre programme Engagement, où là, les sujets de recherche sont proposés par monsieur et madame tout le monde. Un agriculteur peut dire « Ah, l'eau de ma rivière est différente, je ne sais pas trop pourquoi. » On les met en lien avec des chercheurs, ils bâtissent ensemble. La programmation de recherche, et pour moi, ce n'est pas nécessairement les résultats de recherche qui sont les plus importants. C'est pour un peu monsieur tout le monde, madame tout le monde, de mieux comprendre la méthode scientifique. Comment on bâtit la science avec des avancées, des reculs. Encore une fois, on l'a vu pendant la pandémie. Est-ce que le vaccin est bon, est pas bon, c'est 1 mètre, c'est 2 mètres. Donc, de mieux comprendre comment on construit la science au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. Puis pour rebondir sur le fait de mieux se faire comprendre, ma 2e question, c'est, on sait en fait que l'anglais, c'est la langue consensus en sciences. Malheureusement, heureusement, on ne sait pas trop. Mais ainsi, dans un pays bilingue, mais surtout dans une province francophone au sein d'un pays bilingue, quelle est l'importance de faire de la science en français dans ce contexte sociétal-là? Je pense que la science en français ou la science dans d'autres langues que l'anglais, et c'est pas du tout contre l'anglais. On sait que 90-95% des publications scientifiques sont en anglais. Lorsque j'avais mon laboratoire, c'était ça aussi, là. Mais encore une fois, pour redonner aux payeurs de taxes, leur expliquer la science dans leur langue, dans notre cas en français, ça peut être en espagnol dans d'autres parties du monde. Donc là, on s'est dit, il faudrait peut-être trouver des façons de mieux valoriser la science, la recherche en français. On sait très bien, l'étudiant, l'étudiante, les chercheurs, chercheuses vont publier en majorité en anglais. Mais peut-être une fois de temps à autre, aussi avoir des publications un peu plus grand public dans la langue de la région, dans notre cas en français. Donc, on a démarré différents programmes pour mieux reconnaître les publications scientifiques en français, créer des réseaux nationaux et internationaux de sciences en français. Et on espère être capable, à mon rôle de président d'INSA, peut-être faire la même chose dans d'autres langues, en espagnol, en portugais, en mandarin. Donc, pour vraiment redonner dans la langue
de la région, la langue du pays. Et maintenant, avec des nouveaux outils, des fois on parle beaucoup d'intelligence artificielle, le positif et le négatif, mais les traductions, c'est pas encore parfait, mais c'est beaucoup mieux que c'était. Donc je pense que d'ici quelques années, ça va être plus facile d'expliquer sa science dans sa langue avec des outils comme ça. Est-ce qu'il y a des meilleurs moments où on choisit le français versus l'anglais pour une publication? Ça dépend un peu du public et ça dépend des disciplines aussi. Dans le domaine de la santé, du génie, des sciences pures, c'est très majoritairement en anglais. Mais si on pense aux sciences sociales, sciences humaines, si on parle, par exemple, on étudie le théâtre québécois, ben peut-être que d'avoir des publications françaises, ça fait beaucoup de sens. Aussi, le droit. Le droit, les lois qu'on a ici, publiées en français, ça fait beaucoup de sens. Mais en même temps, avoir les capacités de traduire ces articles en français, de les traduire dans d'autres langues, incluant en anglais. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de faciliter dans le futur aussi. Très bien. Donc, mes deux prochaines questions vont être un peu plus sur l'écosystème général de la recherche au Québec. La première est quelles sont les actions concrètes qui sont entreprises par les fonds de recherche du Québec pour attirer et valoriser la relève en recherche? Ça, c'est une très bonne question et c'est très compétitif partout dans le monde. On a de très bons étudiants au Québec, mais on n'en a peut-être pas assez. Donc, il faut attirer aussi des étudiants d'un peu partout à travers le monde. Et très souvent, là, ces gens-là, les Québécois aussi, Québécois, Québécoises, ils peuvent aller un peu partout dans le monde, on trouve un des meilleurs. Donc, il faut trouver des conditions qui vont être un peu plus attirantes pour la relève. Depuis quelques années, c'est vrai, au niveau du gouvernement canadien, le gouvernement fédéral, et au Québec, par exemple, les bourses d'excellence n'étaient pas compétitives. Et on essayait de convaincre une jeune personne, après des études au baccalauréat, de venir faire une maîtrise, une bourse d'excellence qui est déjà compétitive, et la bourse est à la valeur de 17 000 par année. 20 000 pour un doctorat pendant plusieurs années. Donc, on a essayé au cours de la dernière année, puis on a réussi avec le gouvernement du Québec à augmenter un peu la valeur des bourses. C'est pas encore suffisant, mais maintenant, on a quand même eu 10 millions de dollars de plus par année du ministère des Finances pour valoriser, augmenter la valeur de nos bourses. Maintenant, c'est vrai pour le Québec. C'est pas encore vrai pour le reste du Canada. Donc, on travaille avec nos collègues ici au fédéral pour augmenter la valeur des bourses d'excellence parce que nos bourses canadiennes, québécoises, ne sont pas vraiment compétitives maintenant à l'échelle internationale. Si on compare aux États-Unis, si on compare à l'Angleterre, où là, c'est pas 2 fois plus, mais des fois, si on a 25 000 pour une bourse de doctorat au Québec, bien, ça va être 35 40 000 en Angleterre et en France. Et oui, des fois, il y a le coût de vie qui est différent, mais c'est pas la seule explication. Donc, vraiment, là, si on veut attirer et garder les meilleurs pour offrir de meilleures conditions, surtout dans une situation de plein emploi, où quelqu'un, à la fin de son bac, peut se faire offrir des emplois à 150 000 par année. Fait que on dit, bon, pourquoi je ferais ma maîtrise ou mon doctorat? Donc ça, vraiment, on travaille encore très fort là-dessus. Et comment entrevoyez-vous le futur de la recherche au Québec? Globalement, assez positif. Moi, ça fait maintenant, comme tu disais, 11 ans, 12 ans dans le poste. Des gouvernements différents, gouvernement libéral, gouvernement péquiste, gouvernement caquiste. Pas de remise en question, par exemple, des fonds de recherche et du financement des fonds de recherche. Et je dirais que ça remonte à presque 50 ans. Fonds Santé existe depuis plus de 50 ans. Et indépendamment de la couleur du gouvernement, les gouvernements ont continué à investir en recherche. On voudrait plus, on voudrait être capable de faire plus, de faire mieux, mais quand même, on a cette trajectoire-là depuis plusieurs décennies. Et aussi, en termes de pourcentage du PIB, produit intérieur brut, que le Québec a investi en recherche, on est premier au Canada. La moyenne, on est un peu en haut de la moyenne du Canada. On est environ 2,2 Canada, 1,8 l'ensemble du Canada, 1,8 On est les premiers. Mais je dis souvent au gouvernement du Québec, je ne veux pas me comparer à l'Ontario ou au reste du Canada. On veut se comparer aux meilleurs. Ça peut être la Corée du Sud, c'est peut-être la Suisse, c'est peut-être Israël, mais vraiment des pays qui investissent encore beaucoup plus en recherche et innovation. Ils sont dans le 4,5 du PIB. Donc, on a encore du travail à faire, mais au moins, on a des gens qui, en général, répondent depuis plusieurs décennies. Le gouvernement répond assez positivement à nos demandes. Très bien. Puis donc, ma dernière question pour conclure, qui est une question un peu plus spécifique en lien avec la conférence. Donc, que pensez-vous de l'apport du Centre canadien
de politique scientifique et son rôle dans la communauté pour la mobilisation, la mise en relation et le renforcement des capacités dans le domaine de la science et de la politique. Moi, je suis très heureux d'être de retour à cette conférence-là. Les premières fois, au début de mon mandat comme scientifique en chef, j'étais venu aux conférences. C'était assez intime. On était peut-être une centaine, 150, 200 personnes. Et j'ai vu l'importance de la conférence croître énormément au cours des dernières années. Oui, beaucoup d'équipes, beaucoup de chercheurs, beaucoup de travailleurs au niveau du gouvernement, des fonctionnaires qui viennent ici, des politiciens. Il y a beaucoup du Canada, des provinces, mais aussi de l'international. Donc, de plus en plus, la conférence a un impact à l'international et essaie de bâtir des programmes comme Science Meet Parliament, pour dire comment mieux interagir avec les élus, qu'ils comprennent notre langage et que nous, on comprend mieux aussi leurs défis. Donc, cette conférence-ci, ce regroupement-là, a travaillé beaucoup au cours des dernières années sur ce sujet-là. Encore là, il reste du travail à faire. On a quand même fait beaucoup au cours des dernières années. Il faut continuer. C'est d'ailleurs vraiment intéressant qu'on ait du contenu en français maintenant. De plus en plus, ça c'est bien. On essaie de parler plus fort, de plus en plus fort en français ici à la conférence CSPC. Donc, un immense merci pour votre participation, mais aussi pour votre générosité avec vos réponses. Nous sommes très reconnaissants que les Fonds de recherche du Québec supportent la conférence et merci encore. Parfait. Merci à toi.